Alors, vous m'entendez bien? Très bien. Alors, donc, j'ai intitulé cette conférence de l'Inde au Laos, vivre avec les éléphants. Donc, comme vous le savez maintenant, en référence au titre de ma thèse, qui portait sur l'étude du quotidien entre les hommes et les éléphants en Inde. Et dans cette recherche, j'ai précisément interrogé ce que j'ai nommé le vivre ensemble, donc d'une population thaï, les Thaï Khamti, qui est également une population Shan, et les éléphants, donc vivre ensemble depuis la capture, la socialisation, mais aussi le travail réalisé par et avec les pachydermes dans le nord-est indien. Alors je vais rapidement vous exposer les différentes parties de ce travail afin de vous permettre de comprendre un petit peu le contexte et le contenu de ce dont je vais aborder. Et ensuite, donc, je vous propose surtout de nous intéresser à un point particulier de cette recherche qui trouve un écho assez intéressant au Laos, en tout cas depuis que je suis arrivé, c'est-à-dire de m'intéresser à la musique. Et plus précisément au rôle de la musique en tant que modalité communicative singulière pour entrer en interaction avec un animal capturé, donc encore sauvage, afin de créer un lien entre l'homme et l'éléphant. Alors donc rapidement sur ma recherche d'abord, donc depuis qu'ils ont migré vers le nord-est de l'Inde, en provenance du Myanmar, au milieu du XVIIIe siècle, les Khamti vivent et travaillent avec les éléphants. Donc en premier lieu, vivre avec les éléphants, ça implique de partir en forêt pour capturer un animal. Opération périlleuse qui se déroule en dehors du cercle de protection du village. Les expéditions de capture nécessitent pour les spécialistes, que l'on nomme les fandis, c'est un néologisme qui est créé à partir du terme hindi fand, qui signifie le lasso, la corde. Donc ces spécialistes nécessitent donc pour eux la médiation avec des entités, des forces surnaturelles, qui passent donc par des pratiques rituelles, principalement des échanges ou des offrandes rituelles, offertes à différentes divinités de la forêt, et ce qui leur permet à eux d'assurer donc à la fois la protection des hommes, mais aussi de garantir le succès des opérations. Alors l'étude de cet ensemble rituel dans ma thèse m'a permis de comprendre ce qu'implique, d'un point de vue du rapport à la nature, la capture des éléphants. Les éléphants sont d'ailleurs capturés selon la méthode du Mela-Shikar, qui implique que l'on aille capturer un éléphant à dos d'un éléphant domestique qu'on nomme les conquis. Bien, alors une fois l'éléphant ramené au village, il faut ensuite le socialiser au monde des hommes. Et l'étude de cette socialisation interspécifique m'a permis de montrer justement comment, par quels moyens, quel procédé, un lien a été créé entre l'homme et les animaux, et ce sera vraiment le cœur de mon intervention aujourd'hui. Et enfin, vivre, c'est travailler avec les éléphants. Une seconde partie, donc toujours de ma thèse, s'est intéressée, comme je l'ai dit, au travail des pachydermes. Et il s'agissait pour moi de comprendre comment, plusieurs années après la socialisation initiale, qui a lieu auprès d'un éléphanteau jeune et capturé, comment après plusieurs années parvient-on à la réalisation de tâches communes, puisque voilà, ce sont les éléphants de taille adulte qui sont mis au travail, et la capture concerne des éléphants juvéniles. J'ai enfin ouvert et conclu mon travail de thèse en menant une réflexion d'ordre plus général sur le sort des éléphants, qu'ils soient sauvages ou domestiques, à l'échelle nationale indienne. Et finalement, donc, explorant les différentes dimensions et niveaux d'échelle, mes conclusions soulignent la centralité du travail pour le vivre ensemble des Khamti et des éléphants, et insistent également sur la nécessité d'inventer de nouvelles manières de vivre avec ces animaux. La survie de l'espèce, et je crois que tout le monde ici est au courant de la caravane qui va débuter demain, je crois d'ailleurs, donc qui est en cours. La survie de l'espèce lie étroitement les éléphants qui vivent à l'état de liberté naturelle à ceux qui partagent le quotidien des hommes. Et aussi ma proposition, autrement la thèse de ma thèse, est qu'aujourd'hui, assurer un futur pour les éléphants en Asie passe par la pérennisation de nos liens avec ces animaux, et le travail en tant que vecteur de lien social est le meilleur vecteur du vivre ensemble. Voilà, alors, juste un petit mot, alors, cette conclusion va quelque peu à l'encontre des politiques actuelles de conservation qui sont plus ou moins généralisées à l'échelle de l'Asie et qui mènent plus ou moins à une séparation entre les espèces. On met les éléphants sauvages dans des parcs nationaux, on retire les éléphants qui vivent parmi les hommes au nom de leur bien-être également.
Mais par ailleurs, ces conceptions scientifiques de la conservation ne prennent pas en compte les savoirs profanes que les populations locales, à l'instar des Thai Khamti, ont développés et dans la coopération individualisée avec leurs partenaires animaux. Au contraire, l'ensemble des mesures et des contraintes liées à la conservation aujourd'hui vouent à un avenir incertain, ce vivre ensemble, et qui tend pour certaines populations locales à être parfois synonyme d'illégalité. Voilà, on pourra également en discuter peut-être davantage, mais juste un dernier point avant de venir à mon propos d'aujourd'hui. En posant le travail comme étant à la base des relations entre humains et animaux, il ne s'agit pas tout simplement de décréter toute activité réalisée par et avec les animaux comme du travail. L'objectif, au contraire, est de mettre en lumière ce travail, de lui donner un intérêt existentiel pour les hommes comme pour les animaux. Car lorsque ces derniers participent à la société des hommes, il faut en échange leur offrir une vie à la hauteur des services qu'ils nous rendent. Alors je rappelle simplement, parce que je sais qu'il y a eu des journées récemment sur le développement durable ici, ou d'autres réflexions qui ont lieu, mais je rappelle que nous sommes entrés dans l'ère de l'Anthropocène, et il ne nous est plus impossible d'ignorer l'importance de l'intervention humaine dans les évolutions des formes de vie, ni les défis actuels. Et concernant ceux liés à la crise de la biodiversité, il s'agit, dans une réflexion bien plus large, mais de défendre l'idée d'une vie commune, qui est loin d'être pensée comme telle aujourd'hui. Et cela implique, d'une part, de renouer les liens avec ceux qui vivent parmi les humains, en inventant de nouvelles manières de vivre avec par le travail. Et de manière plus générale, cela implique d'envisager une communauté de vie plus large, qui réunirait humains et non humains, plutôt que de les séparer, en imaginant de nouvelles manières de cohabiter, capables de fournir des modalités d'existence réciproquement profitables aux uns et aux autres. Donc voilà un petit peu pour mon conclusion de ma recherche, et j'en viens donc au propos du jour. Et donc chanter aux éléphants pour les socialiser. Donc chez les Thai Khamti, donc dans le nord-est indien, la musique, on va le voir, elle intervient dans le quotidien de leurs relations. Et comme on va le voir, au moment de l'intégration d'un éléphant sauvage au village, elle est employée à la fois comme outil et comme moyen de socialisation des pachydermes. Et si l'utilisation de la musique est en fait avérée à travers le continent asiatique, comme on va le voir aussi à travers différents exemples, très peu d'informations ont été fournies par les auteurs de recherche quant au contenu de ces chansons, sur leur forme et sur le rôle de celles-ci au cours de la socialisation des éléphants. Donc, à partir de la description du contexte, donc mise en œuvre de la parole, moment de son intervention, et de l'analyse du contenu, les paroles, formes et rythmes, je propose donc ici d'explorer les différentes fonctions de cette forme particulière de chant en répondant aux questions suivantes. Donc, quelle est la particularité de ces chants? Comment peut-on les qualifier? Quel rôle joue-t-il dans la socialisation des pachydermes? Et qu'est-ce qui différencie la voix utilisée pour passer les commandes des chants? Alors, dans ma thèse, toujours, l'hypothèse qui a été portée est que la musique a un rôle essentiel pour assurer la familiarisation des animaux, pour habituer les éléphants à l'homme. Et nous allons nous intéresser aux deux étapes de cette socialisation. Je poursuivrai mes analyses en insistant sur les différentes fonctions donc, de ces chants, notamment en tant que support de l'attention et de l'interaction entre les Khamti et les éléphants. Et je terminerai enfin en exposant très brièvement la place de la musique pour les éléphants au Laos, puisque en commençant mon terrain, je me suis aperçu qu'ici aussi la musique avait un rôle dans le quotidien des relations homme-éléphant. Oui, voilà mon plan, donc excusez-moi. Alors la socialisation d'un éléphant, donc chez les Khamti, elle a lieu quelques jours seulement après sa capture. C'est au cours de cette période que l'animal va apprendre ses nouvelles conditions d'existence dans un monde, celui des hommes, qu'il fuit à l'état sauvage. C'est aussi et surtout le moment où hommes et animaux apprennent à se connaître, tissent des liens qui serviront de base à leur future vie commune. Et au terme de ce processus, l'éléphant de forêt, donc en langage Thai Khamti, on appelle ça le Changtun, il devient Changman, éléphant de village, et ce qui, en contexte laotien ou en Thaïlande, correspond à la distinction du Sangpa et du Sangban. Mais
en revenant sur le nord-est indien, donc une fois que s'est opérée cette transformation du Changtun en Changman, ce changement de statut opéré est irrévocable et commence alors une nouvelle vie pour l'animal parmi d'autres congénères. Donc cette période passe par 2 étapes. L'éléphant doit d'abord s'habituer à la présence humaine, puis apprendre les rudiments de base pour vivre dans la société des hommes. Et dans chacune de ces 2 étapes, 2 chants sont continuellement récités au pachyderme. Ceux-ci sont constamment accompagnés de tapotements et de caresses sur l'animal. Et mentionnés par l'ensemble des captureurs interrogés durant mon enquête, ces chants sont considérés comme obligatoires par les Khamtis. Selon certains d'entre eux, les éléphants seraient particulièrement sensibles à la musique. Et d'ailleurs, au moment de la capture d'un pachyderme, la musique est déjà présente, quoique symboliquement. Parmi l'ensemble des pratiques rituelles, je ne vais pas détailler, mais celle-ci est importante, et des croyances donc associées à la capture des éléphants, on retrouve de manière symbolique donc la musique. Les Khamtis considèrent Utingna, donc vous avez une représentation ici, comme le seigneur et le roi des éléphants sauvages. Il est représenté comme un homme assis sur un éléphant et jouant d'un instrument de musique. Et les mélodies jouées par Utingna détiendraient le pouvoir d'hypnotiser et d'attirer les éléphants dans la forêt afin que les hommes puissent les capturer. De cette manière, donc, les éléphants se rapprochent alors des hommes sans les attaquer. Et donc, afin de mettre toutes leurs chances de leur côté, les captureurs d'éléphants Thai Khamti transportent avec eux cette petite statuette faite en ivoire qu'ils portent bien précieusement contre leur torse. Alors, dans le nord-est indien, l'utilisation de la musique au moment de socialiser les éléphants est également une pratique partagée entre les Khamti et d'autres populations spécialistes de la domestication des éléphants. En assamé, il existe d'ailleurs une expression pour qualifier ces chants, on dit Hati Sikroaget, littéralement chant pour enseigner aux éléphants. En outre, comme je l'ai dit, et de manière générale, l'usage des chants pour les éléphants apparaît comme quelque chose d'assez répandu à travers l'ensemble de l'Asie et l'ensemble de l'Asie du Sud-Est. Et on retrouve déjà depuis l'époque ancienne, Mégasténé, qui était un diplomate et ambassadeur grec qui séjourna en Inde, raconte dans son journal que les hindous, donc du sud de l'Inde, chantent aux éléphants pour les apaiser. Depuis, plusieurs auteurs ont signalé également cette pratique au moment du dressage des éléphants. C'est le cas en Inde, des écrits de l'époque coloniale par Pidistracé, ou encore plus récents ceux de Parvati Borua. Cette méthode est également attestée au Myanmar, ainsi qu'au Népal, et on les retrouve également dans les écrits de Jeanine Fiasson au Laos dans les années 1960. Alors revenons à ces 2 étapes de la socialisation des éléphants. Donc la première étape, qui consiste à familiariser l'animal, elle débute une dizaine de jours après avoir ramené le jeune pachyderme au village. 10 jours, c'est-à-dire c'est le temps nécessaire aux hommes pour trouver un lieu au sein duquel les opérations se dérouleront et pour préparer le matériel, principalement des cordes. Il s'agit d'un petit camp situé en retrait des villages, si possible proche d'un cours d'eau, de manière à pouvoir donner le bain à l'animal lorsque nécessaire. Cet endroit, les Thai Khamti l'appellent le lac Chang, mais ici au Laos, c'est ce que l'on appelle le Krok Sang, qui comprend 2 troncs, la chambre pour éléphant, 2 troncs d'arbres suffisamment espacés pour y placer l'animal en son centre. Avant le début des opérations, il est coutume de laisser d'abord le jeune pachyderme seul dans la forêt, donc attaché solidement à un arbre, le temps de la préparation de ce lac Chang. Et il faut signaler qu'avant de commencer les opérations, l'éléphant n'est également pas nourri, et dans le but de l'affaiblir avant ce passage. Donc, une fois le lac Chang édifié, les cordes prêtes, la première des opérations consiste donc à attacher l'animal au centre de la petite structure, ses pattes postérieures liées ensemble et tirées en arrière, tandis que ses membres antérieurs sont dirigés vers l'avant, cherchent un petit peu à le déséquilibrer et à l'empêcher d'utiliser sa force. Lors de sa première immobilisation, son oreille est également percée. On perce l'oreille de l'éléphant à l'aide d'une longue tige, et ce trou, on le verra, il servira au moment de la deuxième étape de la socialisation. Alors on passe à la première étape,
familiariser l'animal à la présence humaine. Donc l'objectif de cette première étape est donc de familiariser l'animal à l'homme. Il s'agit de faire accepter tout ce qui participe de la présence humaine à ses côtés. La voix d'abord, le toucher, mais aussi le contact visuel, l'odorat. Cette phase d'acceptation est obligatoire avant d'envisager l'enseignement des premières commandes. Et pendant la journée, on vient avec la main et tout en lui chantant la même mélodie, caresser l'éléphant sur toutes les parties de son corps. Il émet souvent des barrissements et essaie de se libérer. Et en fait, comme nous allons le voir dans le court extrait vidéo que je vais vous proposer, il y a toujours une personne qui rassure et encourage l'animal et une autre qui le menace et le maintient en état d'alerte. Et au fur et à mesure des séances, l'animal se laisse progressivement toucher par l'homme. Le cornac desserre certaines cordes, d'abord celle des pattes arrière entre elles, puis celle des pattes avant. La nuit, l'éléphant reste également attaché au milieu de cette structure, et tout en chantant la même mélodie, les hommes font passer des torches enflammées autour du corps, de son corps, pour l'habituer au feu. En forêt, les éléphants sauvages sont rarement confrontés au feu, ou alors du moins ils fuient immédiatement. Et selon les Khamtis, par ailleurs, les Pitoun, les esprits de la forêt, vivent sur la peau des éléphants sauvages et s'accrochent à leurs petits poils. Et ainsi, en passant des torches enflammées, les Khamtis cherchent à brûler les poils qui disparaissent en même temps que les esprits. Alors là, durant mon enquête au Laos, j'ai questionné quelques dresseurs d'éléphants qui m'ont dit qu'eux-mêmes, pour faire fuir ces esprits de la forêt, ils viennent apposer un poulet sur le dos de leur animal qui, lorsqu'il va s'envoler, il va partir avec ses esprits. Bien, mais après une succession donc de séances qui ont lieu le matin, l'après-midi et même donc pendant la nuit, comme on vient de voir, c'est au moment où l'homme peut s'asseoir sur le dos de l'animal sans que celui-ci n'ait de réaction agressive que cette étape est considérée comme accomplie. Et les Khamtis considèrent alors que l'animal peut poursuivre son enseignement en apprenant des commandes de base. Alors je vous propose un court extrait donc, de ces séances. Bien, alors, juste deux mots peut-être sur les images, avant de commenter et de m'intéresser surtout à la chanson. Donc, lorsque je les interrogeais, il était assez difficile à mes interlocuteurs de justifier certaines méthodes employées lors de cette première étape, mais également sur ce qui la précède, le fait d'affamer l'éléphant. Concernant cette première étape, certains d'entre eux m'ont dit qu'elle devait être la plus brève possible. Avant de pouvoir monter sur l'animal, ça dure entre 7 et 10 jours, car individuellement, chaque éléphant, évidemment, ne réagit pas de la même façon à ce traitement. Et les Khamtis reconnaissent les meilleurs d'entre eux à leur capacité à achever cette première étape en moins de 6 jours. Il en va de la responsabilité, de la responsabilité du dresseur, donc de faire en sorte que cette période soit la plus brève possible.
Il faut également signaler que cette première période est assez dure pour les hommes qui doivent veiller, se relayer constamment autour de l'animal afin de ne pas lui laisser de répit. Certains m'ont confié qu'ils se refusaient à dormir car l'éléphant risquait de reprendre des forces et de redevenir rigoureux, ce qui prolongerait davantage cette étape. Mais voilà, donc avant de passer à l'étude du chant, voyons ce que l'éthologie peut nous apprendre sur cette première période. Il semble qu'au cours de celle-ci, un processus d'habituation soit à l'œuvre. Il ne s'agit pourtant pas ici de produire une empreinte au sens ou d'imprégnation au sens de Konrad Lorenz. Le cornac d'un éléphant n'a pas la prétention d'agir en qualité de mère envers l'animal, bien qu'il soit conscient que la domestication va exiger de lui de répondre à un certain nombre des besoins de l'animal. Mais d'une part, le phénomène d'empreinte tel que décrit par Konrad Lorenz est lié à un phénomène d'attirance spontanée de l'animal. Et il n'y a pas non plus de contraintes physiques lourdes, comme on peut le voir ici. En fait, ici, le but est que l'animal apprenne à accepter la présence des hommes, qu'il apprenne à vivre parmi les hommes. Et l'objectif, donc, n'est pas qu'il soit dépendant d'un seul individu à qui il aurait simplement appris à répondre, mais bien à l'ensemble de la société humaine. Cette première étape ressemble ainsi à une forme donc d'apprivoisement. Elle vise à instaurer une coprésence et un lien, un premier lien avec l'animal. Donc voyons un petit peu les paroles et le contenu de ce premier chant. Je vais vous passer un extrait. Voilà, je coupe parce que ça reprend continuellement. Donc plusieurs éléments, si on s'attache un petit peu au texte, à sa forme, à son contenu, viennent nous donner des indications tant sur le mode de relation que les Khamtis cherchent à établir avec les éléphants qu'ils capturent, que sur leurs intentions envers ces animaux. Donc la transcription montre d'abord que les Khamtis s'adressent à l'animal en utilisant le tutoiement proche, par le pronom asame toi. Il s'agit en assamé, il s'agit du mode interpersonnel pratiqué entre des personnes du même âge qui se connaissent très bien, ou encore lorsque l'on s'adresse à des enfants.
Le bengali est très proche de l'assamé et il existe 3 modes interpersonnels. En effet, lorsque l'on s'adresse à quelqu'un, une forme de vouvoiement, le hapuni, destiné aux personnes que l'on respecte par leur âge ou leur fonction, et 2 formes de tutoiement, donc le tumi, lorsque l'on s'adresse à une personne du même âge ou du même groupe social, et enfin toi, qui est la forme donc employée ici, destinée donc à une personne très proche et plus jeune ou encore à un enfant en général. Alors il faut souligner qu'à ce stade, l'éléphant n'a pas encore de nom. C'est seulement au terme de sa socialisation que le propriétaire ou le destinataire de l'animal lui en assignera un. Là encore, un petit peu comme ici au Laos, c'est ce que j'ai pu, du moins, j'ai pas eu l'occasion de voir encore, mais discutant avec des dresseurs qui m'expliquent que c'est à la fin justement du premier Sisukhwan qu'on va laisser choisir l'éléphant son prénom. Etc. Donc au cours de mes entretiens, les Kemptis m'avaient dit que c'était donc justement donc en fonction des observations faites sur le comportement des pachydermes, sur la nature de leur caractère ou encore sur des points physiologiques particuliers que le propriétaire assignera un nom correspondant le mieux à la personnalité de l'animal. Et on le voit là dans la transcription, lorsque l'on souhaite appeler directement l'animal, c'est par l'emploi du terme affectueux babou, utilisé également pour les nourrissons. Et donc s'il s'agit d'une femelle, on emploiera le terme maine, qui est l'équivalent féminin de babou. Alors ces 2 emplois, d'une part le tutoiement proche toi et le terme babou, montrent que l'homme cherche à établir une relation intime mais également de supériorité avec l'éléphant dans cette première étape. La musicalité des paroles porte une connotation affective mais qui reste autoritaire. Dans le récit et l'histoire donnée à l'animal, la forme et le temps des verbes sont sur le mode de l'impératif présent qui sert donc à exprimer l'ordre ou un conseil. Et ici, l'éléphant est invité à être attentif à tout ce qu'on lui dit. Tends tes oreilles et écoute, ouvre tes yeux et regarde. Et à lui accorder sa confiance. Mais l'homme reste ferme, il parle sur le mode de l'injonction, mais cherche constamment à rendre l'animal attentif, de la même manière que dans un chant d'éveil pour enfants. Si on s'attarde au registre, ensuite, la transcription des paroles montre que celle-ci présente une série d'oppositions entre la vie d'un éléphant de forêt et celle d'un animal vivant aux côtés des hommes. De manière générale, on retrouve le thème de la jungle, Habi, en assamé, en opposition avec celui des hommes, Manu. Sont ainsi opposés la montagne, Pahar, et la plaine, Boyam. J'ai peut-être dû vous demander un pointeur pour pointer justement ces termes. Aussi, le Cornac demande à l'éléphant d'accepter la nourriture de la main de l'homme. Et cette nourriture diffère également entre un éléphant de forêt et un éléphant de village, où il lui dit « Tu étais dans la montagne et tu mangeais des pousses de bambou, tu es venu dans la plaine, tu prends la nourriture du captureur. » Le Fandi, en fait, on s'aperçoit, il fait le récit de sa capture à l'animal, il lui raconte une histoire. « Je t'ai attrapé dans la jungle, je t'ai attaché au Kémari », lui expliquant ce qu'il est en train de vivre, ce qui va lui arriver et comment se comporter. Prends les mots du Cornac, comprends les mots du Cornac. Les paroles s'adressent donc directement à l'animal en lui enjoignant d'accepter la présence humaine à ses côtés. Quitte ton cœur de la montagne, prends celui de la plaine. Alors il faut rappeler que les Thai Kemptis vivent dans les plaines, tandis que les éléphants partent, notamment en période de mousson, se réfugier dans les montagnes. Alors j'ai traité du contenu et de la forme, on va regarder rapidement le style. Les couplets sont courts, composés de 2 ou 3 lignes maximum. Ils sont répétés constamment avec de petites variations dans les paroles et dans le rythme. La plupart des paroles se terminent par une accentuation du dernier mot ou par un son très bref, une sorte d'onomatopée, ce que le linguiste Rémi Dore définit par le huchement lorsque l'on s'adresse à des animaux. Ces huchements, les hoi hoi, font partie du langage de l'homme et de l'animal et seront d'ailleurs présents tout au long de leur quotidien. Ils sont mentionnés à la fin de chaque commode. Pour les Cornacs, ces huchements sont essentiels car ils viennent déjà préparer l'animal aux commandes qui lui seront enseignées lors de la 2e étape que je vais présenter. Ce chant est récité sur un même ton monocorde, sans variation d'intensité sonore. Il s'agit d'une musique douce, à mi-chemin entre la parole et la chanson. Elle prend même la forme d'une berceuse, bien qu'il ne s'agisse pas là de chercher à endormir l'animal. Au contraire, on attend de lui qu'il coopère. Alors, mais il n'empêche, parce qu'elle se compose de nombreuses répétitions,
et d'une grande variation rythmique. Malgré son caractère monocorde, cette première chanson pourrait s'apparenter au langage bébé, le baby talk, entre une mère et son enfant. Et j'avais pu, pendant l'enquête, justement, aller, donc en vivant dans les villages, aller écouter un petit peu les mères avec leurs nourrissons le soir, et on retrouvait aussi ce même rythme, ce même chant. Et très rapidement, mais donc selon le psychologue américain Daniel Stern, qui est plutôt spécialiste du développement de l'enfant, la forme des chants récités par les parents à leurs enfants se base, comme la plupart des chants d'ailleurs, sur le principe de répétition-variation, qui marque une durée, une régularité et surtout engendre le temps. Ce double principe, donc répétition-variation, est même essentiel, nous dit Stern, pour l'enfant dans sa construction du moi. La musicalité aide à se créer des repères et empêche l'enfant de ne pas se disperser. Et justement, lorsque l'éléphant est attaché, comme je vous l'ai montré au lakshang, on peut penser que la mélodie l'aide à accepter et à construire sa nouvelle condition. Umberti, l'ethnomusicologue, citant donc Stern, rappelle que dès les premiers mois de la socialisation de l'enfant, ce qui est sans doute importe moins, c'est ce que dit la mère réellement. L'important est la musicalité des sons qu'elle produit. Et finalement, ici, donc, dans cette première étape, la mélodie semble présenter moins une fonction pédagogique que socialisante, qui consiste donc à familiariser l'animal à l'environnement humain, comme un parent le ferait avec son nourrisson. Et concernant cette fonction socialisante, Umberti rappelle par ailleurs que les deux principales fonctions du parler bébé sont d'une part de susciter l'attention du nourrisson et d'autre part de le calmer s'il a peur. Et la répétition permet de le calmer, tandis que la variation le met en éveil. Et cela semble être le cas ici, où chaque parole d'ailleurs est accompagnée de gestes affectifs qui sont destinés donc soit à calmer l'éléphant, soit à l'interpeller afin qu'il reste attentif à ce que les hommes lui prodiguent. Alors durant cette première période, considérée comme la plus douloureuse et la plus difficile, les hommes récitent continuellement la même mélodie, les mêmes paroles qui viennent trancher avec la violence de leurs gestes, souvent punitifs, en y apportant une certaine forme de tendresse. La musique viendrait en quelque sorte adoucir le traitement infligé à l'animal, c'est aussi ce que j'ai pu entendre, certains Khamtis m'ont dit. Mais on pourrait également aller plus loin et suggérer que cette mélodie elle sert également aux hommes, en ce sens qu'elle les aide eux-mêmes à garder patience, à ne pas trop s'énerver envers l'animal. Ils sont souvent, et j'ai pu le voir, fatigués, exténués, et bien que dans un autre registre que l'animal, cette période est éprouvante également pour eux. Alors on passe à la deuxième étape de cette socialisation, donc l'apprentissage des commandes de base, puisque accepter la présence de l'homme à ses côtés ne constitue qu'une étape, la première vers l'intégration d'un éléphant de village et la transformation d'un éléphant de forêt en éléphant de village. L'animal va donc ensuite poursuivre sa socialisation en apprenant quelques commandes de base au cours de la seconde étape. Alors, avant de détacher l'éléphant pour la première fois du lakshang, une corde lui est enroulée à son cou, ce qu'on appelle la saïro, la corde autour du cou, c'est le même terme, taille. Et cette corde a un rôle important. Tout éléphant de village en possède une. C'est ce qui distingue d'ailleurs les éléphants de village des éléphants de forêt chez les Thai Khamtis. Et c'est à partir de cette corde que seront reliés l'ensemble des cordages nécessaires aux différentes activités qu'il va réaliser. C'est aussi contre cette corde que son cornade va glisser ses pieds afin de lui transmettre les commandes lorsque celui-ci est assis sur son cou. Donc cette deuxième étape marque véritablement le début de la vie de l'animal parmi les hommes. Elle est plus longue que la précédente et se déroule non plus dans un espace restreint, le lakshang, mais dans un champ. Elle consiste à faire avancer l'éléphant et à lui apprendre à répondre à des ordres simples tels que avance, stop, arrête, demi-tour, assis, etc. au rythme d'un nouveau chant. Alors pour contraindre l'animal à obtempérer, il est tout d'abord entouré de 2 éléphants de village adultes auxquels il est lié par des cordes, ce que je vous ai décrit tout à l'heure comme étant des conquis, des éléphants domestiques. Et cette présence est doublement importante pour l'apprentissage. D'une part, sans eux, les hommes seraient dans l'impossibilité de maîtriser l'animal, puisque celui-ci doit être absolument libre de ses mouvements pour pouvoir apprendre, mais d'autre part parce que ces conquis servent d'exemple à suivre.
Durant les séquences, ces congénères sont employés autant comme un moyen de contrôle et de sécurisation de l'animal que comme un moyen d'apprentissage par imitation. Pendant les séquences, un homme se place toujours devant le cortège composé donc de 3 animaux alignés et menace l'apprenti s'il ne répond pas à la commande ou s'il rechigne à l'effectuer. Et à chaque arrivée au bout du champ, et après que l'animal ait répondu positivement à la commande, une friandise lui est systématiquement offerte, une sorte de dana, c'est-à-dire un morceau de boule de riz dans lequel on a mis de la canne à sucre ou une branche de bananier. Et au fur et à mesure que le jeune éléphant incorpore les commandes, un seul conquis sera nécessaire, comme ici sur la photo, pour la poursuite de son enseignement qu'il terminera seul. 2 hommes par contre sont toujours nécessaires. L'un est assis sur le dos de l'animal et un deuxième homme le tiendra par la saïro, justement. Je vous ai parlé tout à l'heure lorsque l'on perce le trou de l'animal, puisqu'il est un petit peu tenu comme dans une laisse. Voilà. Et pendant les séances, celui qui dirige l'opération donc, est assis sur l'animal. Il vient ajouter le geste à la parole avec ses pieds. Selon la commande enseignée, il appuiera derrière l'oreille. Et donc cette seconde étape est considérée comme terminée lorsque celui-ci répond aux commandes de base seul. Alors on va voir une deuxième vidéo. Bien, alors, donc sur cette deuxième période, donc de deuxième étape, les Kamtil envisagent comme un enseignement pour l'animal. En témoigne l'utilisation du Kransata, c'est-à-dire c'est le bâton qu'utilisent les maîtres d'école. D'ailleurs, c'est une personne devant qui le tenait à la main.
Et aussi, d'un point de vue éthologique classique, on retrouve ici une forme d'apprentissage donc classique, c'est-à-dire l'apprentissage associatif par conditionnement opérant, par renforcement positif ou négatif. Mais on peut penser d'ailleurs qu'il est également possible de considérer, donc c'est vraiment surtout par imitation des conquis, que l'animal répond positivement aux commandes de base. Et l'apprenti imite, ou du moins il est obligé, mais il est invité à imiter son congénère parce qu'il a confiance en lui. Et en fait, à ce stade, le jeune éléphanteau n'a sans doute pas encore de connaissances suffisamment importantes pour comprendre ce qu'on attend de lui. Par contre, il peut être rassuré de voir un autre éléphant accomplir une tâche qu'il va à son tour apprendre à réaliser. Autrement dit, il a confiance en la confiance que porte son congénère aux hommes. Et ce point est d'autant plus important qu'on se rend compte que le dressage d'un éléphant ne se limite donc pas à une simple interaction entre l'homme et l'animal, mais aussi à des interactions entre éléphants, et notamment la transmission d'une certaine forme de culture animale, c'est des termes que certains philosophes emploient aujourd'hui, donc notamment Dominique Lestel. Une certaine culture animale initiée évidemment par l'homme et constituée d'un ensemble d'attitudes et de savoirs transmis par imitation. Alors on va avancer et s'intéresser au chant, à ce deuxième chant. On va écouter, on va écouter cet extrait. Aste aste aguja idhabate aguja dhire dhire aguja idhabate aguja aste aste aguja hoy hoy janile hoy hoy budile amay babu aguja aste aste aguja Odha, soy, oh, piso, aguja, asti, aguja, sidha maya aguja, bate, aguja, dhire, aguja, asti, aguja, कान मिले होने दे सुबह मिले साबे मनते रखी राहे आगुजा बाते आगुजा विधा माया आगुजा ओ धार सोय घुम ओ पिसो सोय आगुजा होय होय asti aguja sidha bate aguja dhire dhire aguja lahe aguja bate aguja. Bien, là encore il reprend et donc donc à la différence du premier chant, dans le langage et les paroles servaient surtout donc à habituer l'animal à la voix et au contact humain. Le deuxième chant ici renvoie à un langage plus performatif. La mélodie est ici fondée sur la répétition de commandes courantes formées en couplets. Et à chaque fois que l'homme récite l'un d'entre eux à l'animal, il l'invite systématiquement à accomplir ou à réaliser les actions que le chant indique. Par exemple, agat, c'est avance, tourne-toi, soigum, etc. Les paroles sont plus courtes, l'énoncé moins descriptif, et les énoncés performatifs, selon François Recanati, sont des énoncés déclaratifs qui servent moins à dire qu'à faire quelque chose, ici plus précisément à faire faire quelque chose. On considérait qu'ici les paroles agissent efficacement sur l'animal, puisque, comme je l'ai dit, lorsque ce dernier avance tout droit, on répète dans les couplets agat, avance, idem au moment de faire demi-tour, soigum. Enfin, avant de repartir et d'avancer à nouveau, on fait marquer un temps d'arrêt à l'animal, pichou, arrête-toi. Les commandes sont données sur le ton de l'injonction et également sur le mode de l'impératif présent. On remarque également dans ce chant, lorsqu'il prononce les commandes, l'homme module sa voix et emploie une intonation plus longue et plus forte. Il ne chante plus.
Par exemple, le couplet qui invite l'éléphant à avancer doit être répété plusieurs fois afin de lui faire faire un demi-tour. Le rythme de la chanson entraîne l'éléphant et la commande Agathe doit être prononcée avec insistance. Ce couplet s'achève toujours par la commande. À la fin, c'est toujours Agadja, Agadja, avance, avance. On est finalement ici dans une alternance entre du chant et des paroles adressées à l'éléphant qui s'apparente ici donc plutôt à du parler chanté, à l'intermédiaire entre le discours, les interjonctions, les ordres, les commandes et le chant socialisant, musique et paroles. Le rythme change lorsque l'homme donc ordonne une commande, lae, ageja, tandis que la mélodie reste douce lorsque l'animal avance. La hauteur, grave ou aiguë, et l'intensité du son émis, faible ou fort, varient également considérablement lorsque l'homme ordonne des commandes que lorsqu'il chante. On retrouve également dans la transcription de ce deuxième chant des extraits des paroles de la première chanson, comme Oi oi Janile, Oi oi Bujile. Oui, oui, tu as compris, oui, oui, c'est bien, qui sont insérés au cœur de celle-ci. Les hommes réutilisent donc les paroles déjà connues par les éléphants comme pour réactiver et capter à nouveau leur attention. Et le fait d'introduire des paroles que l'animal connaît déjà semble inviter celui-ci à progresser dans sa socialisation, à marquer un avant et un après, et à faire appel à sa mémoire, notamment le moment où est-ce qu'il était entravé au milieu du croc-chang. La musique, dans le quotidien des relations Khamti-éléphant, est souvent utilisée au travail, notamment lorsqu'un animal ne veut pas travailler ou lorsqu'il rechigne un peu à la tâche, on réentonne des chants comme un petit peu pour recapter son attention, comme aussi pour lui rappeler sa condition. Et donc dans la dernière phase, lorsque l'animal avance tout seul, plus que le toucher et la voix, il y a sollicitation simultanée de chacun des deux canaux, donc tactile et vocal, donc d'interaction, lesquels sont mobilisés pour parvenir à l'action désirée. La commande verbale est toujours accompagnée, appuyée par le geste sur la partie du corps correspondante à l'éléphant. Et ainsi, si au cours de la première étape, la mélodie avait donc cette fonction de socialisation de l'animal, dans cette seconde étape, elle insère dans un registre d'apprentissage et de transmission des commandes. Alors, j'avance, je vais arriver à la conclusion. Donc, les chants en tant que support de l'attention et de l'interaction entre les Khamti et les éléphants. La musique, produite sous forme de chants entonnés aux éléphants, accompagne les animaux tout au long des deux étapes de la socialisation. Et ces chants permettent initialement de rentrer en interaction avec l'animal. À chaque fois qu'une séance commence, l'homme pose la main sur l'éléphant en même temps qu'il se met à réciter la chanson. Et dans le premier chant, on retiendra surtout l'importance de la sonorité musicale, la même intensité, le même rythme répété, du registre et des sons spécifiques aux éléphants, hoi hoi. Il s'agit pour les hommes de mettre en œuvre une manière singulière de communiquer avec l'animal encore sauvage, et ce pour le rendre docile. Les gestes, tapotements, caresses et caresses vigoureuses qui accompagnent le chant sont ici réalisés pour rassurer l'animal. Par contre, l'usage du bâton qui vient taper l'éléphant, notamment sur sa trompe, sert de moyen coercitif. Dans la seconde mélodie, dans le second chant, au contraire, les paroles s'apparentent plus à des techniques de dressage, en ce sens que c'est la combinaison des mots, l'ordre et injonction, et des gestes qui les accompagnent, qui permet à ces techniques d'être efficaces et à l'homme d'obtenir le résultat désiré. Par ailleurs, nous avons vu que certains extraits de la première mélodie sont repris. Et comme je l'ai dit, il arrive également plus tard que les Khamti récitent à nouveau ce chant dans leur quotidien. Lorsque le cornac donne son bain à l'éléphant, par exemple, au cours de la réalisation de tâches communes, comme je l'ai dit, il est arrivé de constater que lorsque l'animal semble démotivé, le cornac chantonne cette chanson comme pour donc capter son attention, et l'apprentissage, qui inclut l'assimilation du temps et doit faire appel à la mémoire de l'individu. C'est aussi, semble-t-il, le rôle de ces chants. Voilà, donc comme nous l'avons vu, donc l'interaction s'organise ici autour des chants, qui deviennent donc le support de l'attention. Il se distingue des ordres et des commandes prononcées. Et si l'on considère la voix comme un outil immatériel par excellence pour la communication avec les animaux, comme c'est d'ailleurs il y a de nombreux exemples des chants de briolage, que ce soit en Europe, etc., pour la conduite d'animaux,
Alors son intonation est aussi essentielle, et en ce qui concerne l'ordre et l'obéissance, c'est d'abord par la voix forte et imposante que l'homme cherche à se faire entendre des pachydermes. La labilité de la voix de l'homme permet de changer son mode d'expression jusqu'à parvenir à faire comprendre à l'animal la tâche demandée. Et s'il n'y parvient pas, il utilisera des moyens coercitifs. La voix, donc les commandes, se distinguent clairement du chant. Et alors, je vais avancer si j'ai encore un petit peu de temps. Ouais. Donc, juste là pour terminer, donc effectivement, au terme de cette socialisation, l'éléphant partage sa vie avec d'autres congénères et le cornac qui lui sera assigné. Aucune tâche particulière chez les cametines ne lui sera demandée jusqu'à ce qu'il atteigne sa taille adulte, aux environs de 10 ans. Et donc, au terme de cette socialisation, commence une longue socialisation mutuelle entre le cornac et son éléphant. Que ce dernier va s'occuper de lui, l'assister, le nourrir. Et comme j'ai pu l'observer chez les cametis, leur quotidien, notamment au moment du bain et des soins apportés à l'animal, permet de montrer que ces moments étaient autant d'occasions de renforcer leur lien et leur interconnaissance mutuelle. J'ouvre pour terminer et pour faire un écho avec ma recherche en cours, donc sur la place de la musique au Laos, et notamment des chants de dressage. Alors comme je vous l'ai dit, comme je l'avais cité, vous avez l'ouvrage de Janine Fiasson, page 180, au Laos avec mes hommes et mes éléphants, où il dit au moment d'une capture d'éléphants, donc c'était dans le sud du Laos, dans les années 1950. L'ouvrage est paru en 1960 dans la province de Champasak. Elle dit une fois que l'animal ramené au village, donc une sorte de complainte sort de la clairière, un chant doux et triste qui débute sur l'aigu et meurt dans les notes graves. Et donc on n'a pas la mélodie évidemment, mais la retranscription et la traduction des paroles. Ne fais pas le méchant, petit éléphant, nous les hommes nous t'avons capturé. Si tu es docile, nous te donnerons du riz, nous te caresserons. Nous enlèverons les liens qui te font mal. Si tu n'es pas gentil, tu sentiras la dureté du crochet. Nous serrerons davantage ton lasso, nous ne te donnerons pas à manger, ne fais pas le méchant petit éléphant. Et enfin, une autre expression de la musique ici pour les éléphants au Laos. Il m'est arrivé, donc là c'était dans la province de Sayabuli, de rencontrer des anciens cornacs qui ne chantaient pas aux éléphants, mais qui utilisaient un instrument de musique qu'ils appellent donc le sanai chez Laolum ou le kroi chez les Taileux, plus au nord à Ongsa. Et bien avant, puisque les éléphants et les cornacs ont connu une histoire assez récente avec une forte intensification de travaux de débardage de bois au Laos depuis une vingtaine d'années, mais il y a plus de 25 ans, lorsque vraiment les éléphants, me dit-on, ils servaient surtout dans les villages pour le transport du riz ou le transport du petit bois de chauffe, eux ont rythmé leur marche à l'aide de ce type d'instrument de musique, donc le sanai, ce qui n'est plus possible avec les travaux de débardage de bois. Et pour terminer, pour vous donner un aperçu, mais je pense que certains connaissent, voilà. Voilà, excusez parce que je l'avais intégré dans le PowerPoint, mais j'ai dû le reprendre par la suite. Voilà, donc ils m'ont expliqué que surtout c'était pour faire travailler les éléphants à la file indienne, vraiment, à la queue leu-leu chacun, et qu'ils avançaient tous en rythme en portant des sacs de riz, etc. On trouve encore des instruments, mais ils m'ont dit qu'ils ne s'en servent plus avec. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vais m'arrêter là.